marche. Alors, je tiens absolument à m'excuser, mais moi, je poireautais chez moi. Personne ne m'a dit qu'il fallait que je sois là au début. Donc, j'étais chez moi en train de me dire pourvu que je ne m'endorme pas, parce que je suis fatiguée. Et donc, j'aurais très bien pu venir au début. Eh oui. Voilà. Et alors, ce type idiot ne m'a pas appelé. J'avais son téléphone il y a 20 ans, donc j'aurais dû appeler, c'est vrai. On avait rendez-vous à 21h40 sur le quai à République. Voilà, je suis désolée. J'aurais dû le faire. Le type idiot hésite à présenter des excuses, du coup, parce que... À la limite, c'est plus à toi qu'à moi, parce que je poireaute. Mais moi aussi, je t'attendais, merde. Bon, allez, on va commencer pour deux. Merci d'être là, Tony. Mais ça me fait très plaisir, voilà. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai. C'est toujours intéressant, surtout avec ce film-là, de rencontrer, de discuter et d'échanger, parce que, mon Dieu, voilà, ça pose question. N'est-ce pas? Alors, on va assez vite leur donner la parole, mais on va quand même un peu introduire. Merci à Roxane Arnold de Pyramide qui a accompagné Tony Marshall, grâce à qui nous faisons cette avant-première. Alors, tu vois, tu serais venu au début, les applaudissements, c'était le double. Et là, ils se sont dit, ouais, elle a hésité à l'emmener, tout ça. Voilà, c'est la punition. Bon, non, on va commencer un peu simplement en racontant d'où vient ce film-là, parce que tu racontes qu'en fait, au tout début, il y avait une espèce de projet de série, et qui du coup était encore plus ample, encore plus complexe, etc. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour qu'on arrive au film lui-même? Oui, c'était en 2009, donc ça date pas d'hier, où je me disais que c'était intéressant. J'avais vaguement entendu parler de réseaux féminins comme ça, et je me disais ça serait intéressant de faire une série autour d'un club comme ça, purement fictif, dans lequel il y aurait 8 personnages principaux. Le principe par épisode, c'est que elles organiseraient un dîner avec un invité de l'extérieur, il y aurait une thématique, et ça interrogeait le parcours des femmes dans la politique, l'industrie, les médias, l'édition, etc., etc. Et de voir à la fois là où il y avait des obstacles, ce qui se passait, etc. Je n'ai pas trouvé une chaîne qui lève un œil là-dessus. Là, je me souviens d'un truc qui m'avait frappé, c'est qu'on m'a dit c'est pour une audience de niche, je me souviens du mot, parce que je dis quand même... La niche est vachement représentée dans la salle. La niche est importante, oui, c'est ça, exactement. Voilà, et puis bon, la vie avance, et puis... qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais pas si j'ai toujours été féministe au sens, en tout cas activiste, pas du tout. Mais je suis d'une génération où j'avais l'impression que le travail avait été fait avant, il y avait la contraception, j'avais l'impression que je ne me suis jamais posé la question de me dire on va m'empêcher de faire des choses, et j'avais l'impression que ça allait progresser comme ça naturellement. Or, je trouve que non seulement ça n'a pas progressé à la vitesse à laquelle ça aurait dû progresser, et que, voire ça régresse. Il y a une espèce d'atmosphère comme ça un peu bizarre dans laquelle on peut dire qu'il y a un peu de morale, un peu d'identité, un peu de religion, un peu de ci, un peu de ça. Tous ces 3 trucs-là, c'est jamais favorable aux femmes. Ça veut toujours les remettre à leur place. Leur place, c'est pas celle que je défends. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais bon, alors si je refaisais cette histoire, je ne peux pas faire une série. Pour un film, on ne peut pas raconter 8 personnes. Donc où est-ce que j'irais ? Et j'ai pris l'industrie parce que, d'abord parce que j'ai de l'admiration pour ces femmes qui font des études, qui sont des ingénieurs, qui réfléchissent, qui fabriquent, etc. Je trouve que, enfin moi j'ai pas mon bac, je trouve ça, voilà, j'ai une sorte d'admiration. Et puis c'est photogénique, l'industrie, il y a quelque chose quand on va dans les usines, quand on regarde comme ça, voilà. Alors j'ai fait une enquête, puisque je ne connaissais pas ça très bien. J'ai rencontré, grâce à Raphaël Baquet, des femmes soit qui étaient en poste encore, soit qui l'avaient été, et je leur ai posé des tas de questions. Voilà, et tout ce que je dis dans le film est absolument réaliste, quoi. La seule chose qui n'est pas... Et je peux même ajouter que c'est plutôt très en dessous, enfin, assez en dessous de la vérité, du point de vue, enfin, on pourra aller plus loin, voilà. Par exemple, qu'est-ce que tu n'as pas osé mettre en me disant que... La violence du langage. C'est-à-dire qu'elle m'avait dit, enfin l'une d'entre elles m'avait dit surtout n'hésitez pas à les faire parler cru. Je l'ai fait dans un premier temps avec ma scénariste, on s'est dit c'est épouvantable. C'est épouvantable parce que ça donnait tout d'un coup au personnage masculin quelque chose d'extrêmement désagréable, donc ça les rendait
horriblement caricaturaux, même si ça existe, mais comme ça, tout d'un coup, avec une caméra dessus, c'est pas possible. Et voilà, et à chaque fois que je le présente dans des endroits qui sont la vie d'entreprise, hein, parce que je pense que dans d'autres endroits, on est plus protégé, mais dans les entreprises, c'est vraiment assez violent, quoi. C'est assez violent, et il y a même... enfin, peut-être je parle trop, peut-être vous me disiez... Mais vas-y, fini, on va leur donner la parole après, t'inquiète pas. Oui, enfin voilà, et donc voilà, ce que je raconte est très, très, très vrai, très réaliste, très... Il y a beaucoup de choses qui m'ont été racontées directement, quoi. Après, une de mes préoccupations était enfin, on parle quand même de femmes de femmes et de gens qui sont comme ça dans je dirais au dernier étage des tours de la Défense, et je me disais, mais comment faire pour que cette problématique, dont je vous dirai pourquoi je la défends, parce que je la défends parce que je pense que c'est important pour beaucoup plus de gens qu'une seule personne à la tête d'une entreprise. Et c'était comment rendre partageable cette histoire, et comment faire que ce personnage, on puisse un peu s'identifier, parce que voilà, donc d'une part, il y a eu le fait de travailler avec Emmanuel, qui pour moi est quelqu'un qui arrive à donner une humanité. De Vos, là, pour le coup, parce que de le Vos, personnage pardon. ouais. Voilà, et puis de fabriquer autour de ça une histoire personnelle, des éléments comme ça qui fait qu'on pouvait se raccrocher même si on n'a pas fait Polytechnique et les mines, quoi. Voilà, en gros. Donc le rapport à la mère, par exemple, mais aussi le rapport au mari, le rapport aux enfants, sont aussi une sorte de contrepoint pour humaniser le personnage. Alors, le rapport à la mère, oui, c'est quelque chose que j'ai vécu, j'ai pas perdu ma mère, mais enfin, quelqu'un de très proche de moi, quand j'avais 10 ans, ça lui est arrivé, et c'est un truc qui m'a marqué à vie. C'est-à-dire la disparition en mer. Oui, quelqu'un qui a disparu, sa mère, qui a disparu du jour au lendemain dans la mer. Et je sais pas, pendant des années, là, quand je me baignais, c'était quelque chose, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de présence comme ça, c'était comme si elle n'avait jamais été dissoute, quoi. Et je me dis à la fois, c'est très profond, et à la fois c'est très romanesque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur le fait qu'on peut regarder la mer pendant des heures et des heures et des heures et attendre que ça revienne, et ça ne revient jamais. Et il y a quelque chose sur l'attente comme ça. Donc je voulais toujours filmer Emmanuel de dos comme quelqu'un qui scrute tout le temps l'horizon pour savoir si ça va revenir. Il y a quelque chose comme ça qui était important et qui était fictionnel. Et voilà. Par contre, le rapport au mari, c'est qu'elles m'ont raconté. C'est-à-dire qu'elles m'ont toutes dit que si elles étaient arrivées à faire ce qu'elles avaient fait, c'est parce qu'elles avaient un mari qui était vraiment compréhensif, qui acceptait tout à fait qu'elles aient ce parcours-là. Donc, ce qui n'est pas exactement le cas de ton personnage. Et bien alors on dit ça souvent, et c'est marrant parce que moi je ne le vois pas comme ça. Moi je pense que c'est pas simple pour lui et pour eux. Je pense que c'est pas toujours simple, mais je trouve pas qu'il est... il lui dit fais gaffe, t'es pas si solide que ça va être difficile, ça va être la guerre. C'est vrai, il n'est pas génial, il lui arrive quand même 2-3 bricoles. Voilà, on m'a dit, mais non, moi j'ai pas dit gna. Enfin, non, j'ai dit, il se dévoue pas entièrement pour elle. Il va pas se dévouer, enfin, chacun sa vie, je sais pas comment dire. Il n'y a pas de raison qu'on demande à un homme de se dévouer, alors que je défends l'inverse par rapport aux femmes. Mais y compris, il part. Non, il part 6 mois. Il part en Italie, alors que son aventure était avec une Italienne. Oui, c'est-à-dire que ça instille un tout petit peu le... Ça, c'est bien une réflexion de mec. Comment ça Je note un détail du scénario, que la rivale dont on parle est italienne, et à la fin il parle en Italie. Pardon, c'est écrit comme ça. C'est vrai. Non mais oh. Tu as bien regardé. Merci. Mais c'est pas... Je pense qu'à un moment donné, il a lui-même un choix professionnel, il a envie de le faire, et je veux dire, elle va accepter. Il a bien accepté ce qu'elle fait. Je veux dire,
enfin, il me semble que dans un couple, pour que ça tienne, il faut qu'on laisse à chacun. Certes, mais alors tu voulais pas créer d'ambiguïté, il partait en Espagne, pas en Italie. Ah oui. Il va refaire le scénario. Ouais. Allez, qui veut poser la première question? Bonsoir, merci pour votre film qui est formidable. Moi ça m'a rappelé la réflexion de Françoise Giroud qui disait qu'il y aura égalité homme-femme quand il y aura autant d'hommes incompétents dans les entreprises que de femmes incompétentes. Bon, on n'y est pas encore, hein, quand on voit l'effort qu'elle fait, etc. Je voulais savoir comment vous avez travaillé les personnages masculins, parce que ce que j'ai trouvé formidable, c'est que vous avez vraiment comment on pourrait dire ça, toute la panoplie de la réaction masculine, du mari compréhensif, nonobstant les commentaires de monsieur, au parfait salopard, à l'arriviste, etc. Vous avez discuté aussi avec des hommes ou c'est vraiment en reconstruisant a posteriori des récits de femmes? Alors, il y a beaucoup de récits de femmes. Il y a le fait que j'ai beaucoup visité des bureaux de grandes entreprises pour voir les décors, voilà. Et donc, en allant dans ces grandes entreprises, évidemment, je suis tombée sur beaucoup d'hommes, bien sûr. Et donc, souvent, ils ont été très gentils, ils m'ont reçu, ils m'ont parlé, etc. Il y a, si vous voulez, alors, il y en a quelques-uns, comme celui qui est montré dans le film et qui est comment dirais-je, très frontal, assez misogyne déclaré, qui veut vraiment être misogyne déclaré et garder le pouvoir. Je me demande s'il ne ferait pas la même chose vis-à-vis d'un adversaire homme aussi. La misogynie arrive en plus, hein, c'est la captation du pouvoir, du précaré, etc., etc. Et puis ce qui m'a beaucoup frappé et qui est beaucoup plus embêtant à mon avis et beaucoup plus difficile à bouger, c'est une grosse majorité, c'est ce que j'appelle la misogynie bienveillante, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils le sont. C'est qu'ils sont voire gentils, ils ont l'impression qu'ils nous rendent service, ils ont l'impression, c'est affolant quoi. C'est-à-dire, c'est souvent des tas de petites choses. Par exemple, il y en avait une qui m'avait raconté que elle était au comité exécutif. Quand on arrive là, déjà, ça veut dire qu'on a fait un peu de... Voilà, enfin bon, on a 2-3 compétences quand même. Et donc, dans des grosses réunions, tout d'un coup, on fait venir quelqu'un d'important. Et le patron disait bonjour, vous connaissez monsieur machin, vous connaissez monsieur machin, vous connaissez monsieur machin. Et notre petite Sylvie. Donc, à chaque fois, ça la rendait folle. Et je pense qu'il le faisait sous le thème on n'en a qu'une, c'est notre mascotte, on l'aime tellement, etc. Donc voilà. Il y en a une autre qui me racontait, et je pense que c'est... Elle n'a pas compris tout de suite, mais je vois bien comment... Elle sort, elle fait des études avec un garçon, ils sortent du même... Ils ont le même niveau. Ils rentrent dans la même entreprise. Elle a fini par devenir DG, hein, mais ça a mis du temps. Et c'était un grand groupe. Et ils rentrent. Et le patron lui dit sans lui dire, vous êtes vraiment intelligente, je vous aime beaucoup. Je vais vous confier tous les dossiers vraiment très difficiles parce que je crois que vous saurez mieux les faire que le garçon. Donc, sous-entendu, parce que vous êtes vraiment intelligente. Ce qui était vrai, mais le garçon n'était pas idiot non plus. Moyennant quoi, les dossiers vraiment difficiles, on met plus de temps à les dénouer, forcément. Donc pendant ce temps-là, avec les dossiers faciles, ils montent, forcément. Et quand arrive la promotion, elle est toujours en train de dénouer un dossier difficile parce qu'elle est très intelligente. Et lui, il a dénoué les dossiers un peu faciles et il a la promotion. Et ça se décale, et ça se décale, et ça se décale, et ça se décale. Et ça, c'était... d'une certaine façon gentillesse, voilà. Donc il y a tout le temps ce truc très culturel, très profondément ancré. Évidemment, on peut appeler ça un peu paternaliste, mais c'est pas que c'est une misogynie inscrite, je sais pas, et dont il ne mesure pas la prégnance. Et le plus grave, et ça je ne le savais pas, je l'ai découvert en allant dans les entreprises, c'est que les femmes l'ont intégré. Et tellement qu'elles s'empêchent d'aller quelque part, elles ont peur, elles doutent, elles ci, elles ça, et ça renforce tellement notre petite Sylvie, forcément, que, si vous voulez, c'est un espèce de truc boule de neige. Donc voilà, donc c'est ça qui est compliqué. Donc ça, ce sera un peu long à montrer, ça mériterait une série, pour montrer comment ça fonctionne et comment... Voilà. Et sinon,
oui, j'ai pris un peu, j'ai mélangé un peu des choses que j'ai entendues, des choses que j'ai vues, et je suis en dessous de la vérité. Voilà. Et quand tu disais, j'ai découvert un réseau, etc., le réseau de type Olympe, là, de soutien, alors ça, etc. c'est la seule chose qui ne soit pas réaliste dans le film. C'est ce qu'on m'a dit, parce que m'ont dit ces femmes. Elles m'ont dit, on espère que ça existera un jour, mais un réseau féminin avec ce genre qui soit capable d'aller à l'Élysée et d'avoir à un moment donné une force de frappe de cet ordre-là pour aider une femme à être nommée au CAC 40, ça n'existe pas encore. Mais je dirais à la limite, moi je suis pour la mixité, hein, je ne suis pas forcément... voilà, c'est-à-dire si tout d'un coup il y a des hommes qui prennent conscience qu'il faut faire monter des femmes, parce que... Pourquoi c'est je crois, hein, pourquoi c'est important. On ne sait pas toujours tout au début quand on fait les choses, et puis ça devient petit à petit. Mais je crois vraiment, très profondément, que s'il y avait, pas 2, pas 3, voilà, mais s'il y avait 50% de femmes qui accédaient à la tête des entreprises petites, moyennes, grandes, c'est-à-dire qui arrivaient de manière conséquente, substantielle, je crois que ça prendrait un petit peu de temps, mais le mode de gouvernance changerait, parce qu'on ne fonctionne pas tout à fait pareil, que ça changerait l'organisation du travail, que du coup ça changerait un peu les rapports, un peu la société, que tout ça fonctionnerait un peu différemment, et bien mieux pour tout le monde, dans la mixité, c'est-à-dire pas seulement pour les femmes, dans quelque chose qui serait de l'ordre plus global. Mais pour ça, il faut que ce soit significatif, quoi. Il faut que ce soit... plus, beaucoup plus. Et parce que tu dis un truc qui m'a paru juste par ailleurs, je crois que c'est dans l'entretien avec Claire Vassé, où tu racontes, je crois que l'objection qu'on fait souvent à ça, mais c'est, je vais prendre un exemple au hasard, regardons dans le champ politique, c'est-à-dire qu'il y a quelques femmes qui arrivent au sommet du pouvoir, dans des rôles de maire de grande ville, de ministre, tout ça, et parfois elles se comportent extraordinairement mal, et tu dis, mais oui, mais c'est-à-dire qu'elles ont tellement lutté qu'elles sont devenues des tueuses. Mais parce que, pour le coup, il y avait une espèce de handicap fondamental. Ben, je pense que à partir du moment où tu es dans un univers entièrement codifié masculin et que tu es toute seule, c'est ce qu'elles m'ont tous raconté, enfin, je veux dire, et puis qu'ils ne se gênent pas, je te jure, pour faire des choses absolument inouïes, pour dire des choses, voilà, qu'à un moment donné, je pense qu'elles effectivement, elles se durcissent de manière évidente. Mais ce pourquoi... si on va un tout petit peu plus loin, je crois que l'argent ne représente pas la même chose pour les femmes et pour les hommes. L'argent, au sens il me semble que pour les hommes, en tout cas, je parle dans le monde de l'entreprise, hein, pas des footballeurs et tout ça, je ne sais pas, mais en tout cas, dans le signifiant de là où tu es arrivé par rapport à l'argent, c'est un truc masculin que je crois les femmes, naturellement, n'auraient pas. Elles auraient envie d'avoir le droit de ça, de faire ça, d'aller là, de couvrir un certain nombre de choses, d'avoir des prérogatives, mais qui ne seraient pas celles-là. Donc, c'est quand même intéressant à interroger, malgré tout. Une autre question. Merci. Bonsoir. Dans votre discours, on peut entendre toute la violence que vous avez recueillie auprès de ces femmes. Et quelque part, je trouve que votre film est très édulcoré justement par rapport à ça. Alors, vous avez dit au départ que vous n'étiez pas militante, et c'est très bien, moi non plus. Mais je me dis, est-ce que vous n'avez pas eu envie d'y mettre plus de violence, de la montrer un peu plus crûment, justement? Elle est là, mais elle est sourde. Moi, je trouve qu'elle existe quand même, mais si vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on va plus loin, alors on la met globalement du côté des hommes, donc on renforce. Déjà, je me fais allumer là, voilà, en disant les hommes sont caricaturaux, etc., parce que il y a quand même une réaction qui pense que je suis, que je suis sectaire, que je montre des choses qui ne sont pas vraies, que les hommes sont montrés comme des salauds, des veules, des lâches, des manipulateurs. Donc déjà, si vous voulez, effectivement, j'ai fait attention à ce qu'il soit, qu'on voit bien à quel point c'est difficile, c'est verrouillé, et qu'il y a quand même des remarques sur les femmes absolument tout du long. Enfin, moi, je trouve quand même déjà
suffisante pour me faire réfléchir et pas être agressive ou pas. Enfin voilà, je sais pas pour que justement, pour le plus grand nombre, ça n'apparaisse pas comme caricatural. Voilà. Mais effectivement, quand on écoute les femmes, ben, on peut aller beaucoup plus loin. Allez-y. Bonsoir, merci pour ce très beau film. J'ai pas pu m'empêcher de penser, en entendant parler de cette entreprise en TA et en voyant cette femme, de penser à l'histoire d'Anne Lauvergeon avec Areva. Peut-être vous en êtes-vous inspiré. Pourriez-vous nous parler de ça et puis également de la façon dont ça s'est passé avec Emmanuelle DeVos, qui est quand même assez... c'est un rôle très fort, elle est très bonne dans ce film, et comment ça s'est passé par rapport au rôle qu'elle occupe d'habitude. Alors sur la première partie de la question, j'ai rencontré beaucoup de femmes chefs d'entreprise, dont Anne Lauvergeon, qui à ce moment-là n'était plus à Areva. Enfin, donc, et si vous voulez, c'est pas du tout, c'est pas elle, c'est pas Isabelle Cocher, j'en ai rencontré 8, 9, et bizarrement, celle dont le plus de choses ont été retranscrites, qui est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Isabelle Cocher, par exemple, je ne l'ai pas rencontrée, hein, donc c'est pas elle. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui m'a donné beaucoup de matière, qui est celle qui me parlait des dossiers pourris, qui me parlait de... Voilà, enfin, celle qui dort 4 heures par nuit et qui rentrait très tard chez elle, et un jour elle se cogne dans la poubelle, et le lendemain le concierge va dire à son mari qu'il faudrait qu'elle la surveille. Parce que, enfin oui, c'est des tas de petites choses, des anecdotes, des machins comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas connu. Voilà. Et Emmanuelle, alors... Déjà, j'ai écrit le rôle en me concentrant beaucoup, parce que je me disais, il faut que ce soit crédible. Donc, Raphaël, qui lisait toutes les étapes du scénario en me disant, ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas juste. Par exemple, c'est elle qui m'a obligée à aller à l'Élysée, parce que moi, j'aurais pas été. Mais c'est comment on filme l'Élysée, mais comment c'est possible. À chaque fois que je vois un président de la République dans un film, j'y crois pas. Voilà, et bon, et finalement, elle m'a dit, mais c'est arriver à cet endroit-là, au CAC 40, sans l'Élysée, c'est pas possible, c'est pas crédible. Donc il a bien fallu trouver un moyen d'y aller. Et Emmanuelle, j'ai écrit le rôle, elle s'appelait Emmanuelle, parce que c'était un prénom masculin-féminin. Et je devais avoir un petit truc dans le fond de ma tête quand même, parce qu'arrivé à la fin du scénario, je me suis dit peut-être Emmanuelle DeVos, ça serait pas mal. Voilà. Donc c'est quand même sûrement un peu. Et que tu avais déjà dirigé dans Ton Tel et Ton Temps. Oui, voilà, on se connaissait bien. Et j'étais sûre qu'elle me ferait croire qu'elle pouvait avoir fait Polytechnique Lénine. C'était quand même aussi quelque chose d'important, parce qu'on les voit quand même, ces femmes, c'est une façon de s'exprimer, et une façon de se tenir, parce qu'elles ont toutes une sorte de contrôle. Voilà, probablement... à cause à la fois de la fonction et à la fois de ce qu'elles sont. Et donc Emmanuelle, elle a la tête qui fait ça quand elle parle, elle a des choses comme ça. Donc je me suis dit, il va falloir visser le corps et tout ça. Donc elle a fait un peu de boxe, ça c'était son choix. Moi, je ne vais pas demander de faire de la boxe, mais elle m'a dit, je vais faire ça. Voilà, on a travaillé le corps, on a travaillé la tenue. Je l'ai emmenée dans des grandes entreprises déjeuner avec des femmes comme ça, pour qu'elles voient comment elles parlent, comment elles se tiennent, comment elles s'habillent. Et puis, je voulais qu'elle parle chinois, donc elle a beaucoup travaillé, parce que c'est super compliqué, même pour une vingtaine de phrases. Sur un son, il y a 4 prononciations, donc voilà. Donc elle a beaucoup travaillé, mais c'est bien, parce qu'on a ce tempérament-là et l'une et l'autre, donc c'était... Voilà. Et puis, moi, ce que j'adore, c'est qu'elle a... Une fois qu'elle se sent dedans, ça, elle a des libertés personnelles, des inventions. Après, pour moi, ça roule tout seul, quasi. Madame. À un moment, vous citez les francs-maçons. Ils sont cités comme personnes très influentes. Je suppose que c'est parce que vous en avez eu des échos. Oui. Est-ce que vous avez eu des retours et de Carlos Ghosn par la même occasion, qui est aussi... Un retour de Carlos Ghosn, je ne voulais pas qu'il ait vu le film.
D'accord, mais peut-être qu'un jour, il va vous dire, mais vous racontez n'importe quoi. C'est très possible. C'est très possible que j'ai des gens qui me disent que je raconte n'importe quoi. Ça, je m'y attends éventuellement. Moi, je sais que c'est pas n'importe quoi. Mais oui, c'est-à-dire que dans l'enquête que j'ai faite sur comment on est nommé, si vous voulez, c'est donc ça. Il y a d'abord le fait qu'on commence à laisser planer dans les milieux autorisés, comme disait Coluche, le fait qu'on peut éventuellement on serait candidat. Ensuite, il faut, comme le dit le club, il faut rencontrer les grands patrons de presse, les machins, vous connaissez personne à Bercy, c'est un problème, les francs-maçons, il faudrait... Enfin, voilà, il y a tout ce parcours-là qui existe et qui va vous porter ou vous défaire. C'est, je crois, parfaitement exact. Et les francs-maçons, enfin, c'est pas moi qui l'invente, hein, je veux dire, les francs-maçons, on sait bien qu'il y a une entraide qui est significative, et il y en a beaucoup qui sont nommés par cooptation des uns et des autres. Donc ça fonctionne aussi comme ça. Et donc, on m'a dit, ah, mais il y a des femmes francs-maçons. Enfin, c'est peanuts, hein. C'est peanuts. C'est quand même que des hommes qui sont dans cette... voilà. Et quant à Carlos Ghosn, c'était une réplique, hein. Voilà. Et puis, je veux dire, il y a des... Ce qui était important pour moi, je me dis quand même, dans ces sphères-là, il y a un moment donné où il faut avoir une vision, il faut avoir une éthique, il faut avoir un certain nombre de choses pour faire progresser. Voilà, donc il doit y avoir des gens... Il n'y a pas que des salopards, enfin, j'espère, voilà. J'espère, je ne connais pas tous. Carlos Ghosn dirait sûrement qu'il est plus fort que Platon. Ah, lui, oui, évidemment. C'est le seul personnage réel qui existe. Si j'ai bien tout compris en film. Oui. Enfin, en tout cas, oui, tout d'un coup, c'est sorti comme ça. Enfin, Platon était réel aussi. Mais Coca-Cola, c'est réel. Oui, voilà. Il y a deux, trois choses qui sont... Il y a deux, trois mots. Quand on est obligé de dire, voilà, c'est une entreprise... Faire travailler Emmanuel dans une entreprise qui aurait été réelle, j'aurais eu des embêtements. Donc j'étais obligée de la créer. Il y a des endroits où je suis obligée d'inventer tout, parce que maintenant, tout est protégé. Vous savez, on ne peut pas... Il faut vérifier à chaque fois qu'on n'a pas utilisé un mot qui existe déjà. Enfin, bon, c'est l'horreur. J'avais essayé de tourner une fois. Ça m'avait frappé. Dans un de mes films, il y avait une scène où il y avait un personnage qui perdait de l'argent dans un casino. Eh ben, on ne peut plus. Ce qui est quand même, c'est la légende des casinos, c'est de voir un type qui a perdu sa chemise au casino. C'est quand même, il y a des milliers de films là-dessus. Et ben maintenant, vous ne pouvez pas parce que c'est mauvais pour l'image du casino. Donc les casinos n'acceptent pas que vous tourniez dedans. On marche sur la tête, quoi. J'ai pas potassé le sujet, mais je me souviens que Corinne Lepage avait parlé d'un club, d'un réseau uniquement féminin et féministe. Je ne sais pas ce que c'est devenu, comment ça a évolué. Et d'autre part aussi, quand même, chez les francs-maçons, il y a des loges uniquement féminines et féministes. Oui, mais pour l'instant... Alors, je ne connais pas leur... ce que je crois, alors sur les réseaux, les clubs, il y en a énormément. Hein. Et maintenant, il y a beaucoup, pratiquement les grandes entreprises, il y a des tas de trucs qui s'appellent Women at qui, Renault, Women at ceci, Women at cela, qui sont des réseaux à la fois de communication, d'entraide, de ci, de ça, et puis même, quand c'est beaucoup moins connu, des petites entreprises ou des jeunes entrepreneuses qui font un réseau pour pouvoir donc ça se développe beaucoup. Si vous voulez, les réseaux communautaires féminins, féministes, et même il y a maintenant des féministes bien plus variés qu'il y en avait avant, si vous voulez. Il y a des féministes qui sont, à mon avis, follement contradictoires, même si sur le fond, on se réunit sur un certain nombre de choses. Donc tout ça existe. Celui de Corinne Lepage, je ne sais pas lequel c'était, mais il y en a plein maintenant. Il y en a plein. Sauf que la loge franc-maçonne féminine, de ce que je sais, c'est que pour l'instant, elles n'ont absolument pas le pouvoir et l'habitude qui fait que ça leur permet d'accéder à ces endroits-là. Le meeting de Deauville que tu filmes au début et à la fin existe vraiment? Ah oui, alors ça, je ne connaissais pas non plus.
Mais c'est Raphaël Baquet qui m'avait dit, mais si tu veux traiter ce sujet, est-ce que tu connais le Women's Forum? Je ne savais pas. Donc j'y suis allée en 2012 ou 2013. Et alors, j'ai refait la scène de la gare, parce qu'effectivement, je suis arrivée en train, et tout d'un coup, on est sorti du train avec 50 femmes. Ça parlait toutes les langues, c'était gai, il y avait quelque chose de... C'était très enthousiasmant comme ça, on se disait, elles viennent du monde entier juste pour se parler entre elles et se dire, voilà, si on faisait quelque chose, si on faisait des entreprises, ici, comment on peut faire pour trouver de l'argent pour ci, pour ça. Et je trouvais ça très, comment dire, très encourageant, très, très sympathique. Et en plus, j'arrive à Deauville et il y a la mer. Et là, je me dis, là c'est le lieu pile pour faire cette idée que j'avais. Et pour, voilà, donc ça, et puis ça cadrait le scénario, ça se passe sur une année, ça commence là, ça finit là. Voilà, c'était... Et cette année, j'ai bien fait, parce qu'ils ont déménagé, ils sont à Paris. Oui. J'aurais pu... Et il reste la scène. Là, à quoi. Paris, Ouais, c'est difficile. Non, par ailleurs, ça te permet aussi un effet de boucle sur la question de la noyée, pour le coup. Oui, Je absolument. note qu'au début, par exemple, il y a un très joli double sens au moment où on quitte la noyée dans le camion de pompiers, puisqu'il y a hors champ, je crois, quelqu'un qui dit donc ça t'intéresse pas du tout de savoir qui c'est à propos de la personne que veut lui faire rencontrer, Oui. celle qui vient à sa rencontre, et qu'évidemment cette phrase a un double sens, puisqu'elle porte aussi sur l'identité de la noyée, qui en fait est une espèce de support à un sens très ouvert, puisqu'évidemment c'est aussi une représentation de la mère RE, enfin, comme si pour le coup, pour répondre à ta question de tout à l'heure où tu disais mais la mère ne rend pas les corps, ben si, dans ton film elle les rend, sauf qu'on met un certain temps à se l'approprier, ce corps. Oui, puis pour moi c'était le moyen que tout d'un coup elle enterre sa mère, c'est-à-dire le fait qu'on ne sache jamais. J'avais mis une réplique, puis je l'ai enlevée, qui était c'est mon soldat inconnu, quoi. C'est vraiment tout d'un coup la personne qu'elle veut enterrer symboliquement, qui est quelqu'un d'autre, mais qui est un corps rejeté par la mère, qu'elle n'a jamais eu devant elle. Donc pour moi, c'était important que ça se boucle là et que ça se boucle là vers la fin. Sachant que la mère a un autre héritage très direct dans le film, c'est la question du chinois, puisque la question chanson du passe chinois, par la mère. absolument. Mais oui, et puis la mère, c'était la figure de ces femmes qui étaient... alors c'était plus pour moi, dans les femmes encore plus âgées comme ça, peut-être que la mère potentielle d'une Emmanuel, mais qui étaient ces femmes qui ont fait les premières à faire des études, à être des chimistes, à faire, etc., etc. Puis tout d'un coup, hop, les enfants terminaient les études, machin, qui auraient voulu faire des choses, qui auraient voulu, voilà, qui étaient brillantes, qui étaient capables, j'aime bien ce mot, et qui n'ont pas pu parce que l'époque ne le permettait pas. Et voilà, et donc il y a un passage de témoin, et un passage de témoin aux filles, aux petites filles, voilà. Et si les petites filles voient qu'on peut vouloir aller là, et etc., elles le feront. C'est toujours l'exemple. Ouais. Question un petit peu bateau peut-être, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de faire un film encore sur l'entre-soi d'une certaine société, d'une certaine classe? Parce que les filles, par exemple, de la plateforme auraient peut-être mérité 5 minutes de plus. Je savais que nous tomberions sur cette question à un moment donné, forcément. Si j'avais fait une série, j'aurais pu traiter tout ça. Il se trouve que, comme je vous le disais, effectivement, ce qu'on appelle l'entre-soi, c'est-à-dire que ça se passe entre 3, 4, 5, 6, 10 personnes, cet accès à cet endroit-là. Mais, par exemple, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que je suis allée faire des repérages à la Défense, que je connaissais comme ça, mais pas plus que ça. Et donc, voilà, où il y a ces tours, où on arrive en métro le matin, il y a des milliers de gens qui se répandent comme ça entre les diverses tours. Là, il y a je ne sais pas combien d'entreprises du CAC 40 et des entreprises mondiales. Et dans l'équipe, on appelait ça Gotham City, parce que c'est quand même un endroit absolument étrange. Et quand on est allé tourner sur le toit, parce que je voulais là, on voit toutes ces fenêtres comme ça. Et je me suis dit, mais il faut qu'on filme ça, parce que derrière ces fenêtres, il y a des milliers de gens. Vous voyez, il se passe des trucs tout en haut, et puis dessous, il y a toutes les tours avec des milliers de fenêtres, des milliers de gens qui travaillent derrière. Il faut bien comprendre que ce qui se passe en haut est pyramidal, c'est-à-dire que ça rejaillit. C'est ce que j'essaie
c'est ce que j'essaye de défendre. Alors après, c'est sûr qu'on a 1h50 et que voilà, qu'on peut pas, je peux pas, voilà, une série, ça aurait été plus large. Plus large. Mais en tout cas, si vous voulez, l'histoire du parc à moules, ça m'a vraiment été raconté à moi. C'est-à-dire, c'est un copain à moi qui fait visiter des usines à des élèves. Et le contremaître lui a dit venez maintenant, on va visiter le parc à moules. C'était l'atelier de travail des femmes. On entend ça une fois, on n'oublie jamais. C'est un truc de dingue. Qui pose la petite dernière? Ne pas s'arrêter sur le parc à moules, c'est ça possible. Ah non, merci Stéphane. Bon, moi j'ai une petite question, elle est assez mignonne. Pourquoi Cyrano de Bergerac? Oh, je vais vous décevoir. Figurez-vous que je suis fan de foot. Je suis très très déçue. Oui, j'en étais sûre. Je suis fan de foot depuis très 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 longtemps et il se trouve que comme j'habite Paris et j'ai un copain qui est Serge Toubiana qui est aussi fan de foot et ça fait des années qu'on dit il y a deux choses qui nous intéressent beaucoup dans la vie, de décortiquer tout ça, c'est le cinéma et le foot. C'est lui qui m'a emmené au stade. Donc le stade c'est Paris, Paris c'est le PSG. Donc ça fait 18 ans que je suis abonnée PSG. Là je suis horriblement déçue. Je suis sûre, je l'assume. Et alors j'y viens. Non mais attendez, voilà, j'y viens. Et donc, passait au Parc des Princes, et je ne sais pas si c'est passé beaucoup plus, une pub pour Nike sur le foot, qui était cette musique-là que j'ai piquée, avec la tirade de Cyrano, slamée par un type qu'à l'époque je ne connaissais pas, qui est Oxmo Puccino. Et c'était tellement beau, je me suis dit, mais il faudrait entendre tout Cyrano slamé par Oxmo Puccino. Et ça durait, oui, je sais pas, 45 secondes, une minute, etc. Et ça m'avait enthousiasmée, d'abord parce que ça a un côté... quand même, Cyrano, c'est l'expression du courage, c'est l'expression de quelque chose qui fait qu'on est à la fois dans la France, dans le vert, voilà. Donc mais à la fin, il meurt. J'entends bien, mais pas là. Vous voyez, donc, on a pris un petit bout. Donc, il meurt, il se sacrifie, il veut tout ce que vous voulez, il aime. Hein, quand même aussi. Voilà, et donc, je sais pas pourquoi, je me disais, mais il faudrait qu'elle ait... J'ai peu de temps pour montrer les relations qu'elle a avec sa fille, avec son fils, etc. Et je me suis dit peut-être qu'elle partage ce goût comme ça de jouer à ça. Et voilà. Et donc j'ai repris, cette éhontément cette musique de la pub Nike sur le foot. Personne ne connaît ici, donc ça va. Voilà. Ben oui, non, mais c'est très. Je sais pas si c'est passé ailleurs qu'au parc. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, sûrement si, Nike, ils doivent passer ailleurs. Du coup, j'en glisse une petite autre, parce qu'au rayon préjugé, moi j'en avais un, a priori. Oui. Qui n'avait rien à voir avec le PSG, c'est que je n'étais pas absolument convaincu, avant de voir ton film, que le tout nouveau Richard Berry est capable de porter un rôle aussi intense. Et je le trouve formidable dans ton film. Donc je voudrais que tu nous expliques pourquoi tu l'as choisi, comment tu l'as dirigé. Alors, j'ai toujours envisagé un binôme. Alors, bien entendu, le personnage central, c'était Baumel, bien sûr. Mais comme ça, j'imagine souvent le corps des personnages, des acteurs. Et j'avais vu, il y a assez longtemps, au tout début du quinquennat de Sarkozy, il venait de divorcer de sa femme, je ne sais pas quoi, il était toujours flanqué d'un grand mec qui s'appelait Pierre Charon. Et il y avait le petit brun. Et le grand type comme ça, un peu content de lui, un peu hâbleur, et on les voyait sortir, je suppose que comme il n'avait plus de femmes, il sortait, etc., etc. Et ça m'avait frappé cette image, et je m'étais dit, ça serait intéressant d'avoir ce rapport-là entre les deux, parce qu'il devait y avoir des rapports aussi de hiérarchie entre les deux, qui étaient intéressantes. Et je ne vais pas dire que Richard m'a fait penser à Sarkozy ou l'inverse, mais je me suis dit, il me faut quelqu'un d'un peu pas très grand, autoritaire, bon acteur. Je pense que Richard est un bon acteur. Après, je me suis dit, quand je lui... Déjà, c'est une fille qui a le rôle très, 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 très principal, donc c'est un rôle court, hein, c'était 4-5 jours de tournage, et il fallait l'endosser, ce rôle-là, quand même. Et ben,
il a été formidable. Il m'a dit, je trouve le scénario vraiment intéressant, je trouve le personnage intéressant et il faudra que tu m'expliques comment tu veux que, mais je veux bien défendre ce truc-là. Il m'a demandé à ce qu'on m'aide en participation, je lui ai dit c'est bien normal. Et il a adoré l'idée de travailler avec Benjamin. Et après, le travail a consisté à lui dire, par rapport au texte qu'il avait, sois le plus charmant possible. C'est-à-dire surtout, ne force pas, sois charmant, parce que ces types-là, s'ils sont là, c'est aussi parce qu'ils sont un peu charismatiques, c'est parce qu'ils sont un peu brillants, c'est parce qu'ils sont... Voilà. Donc, c'est pas des pères fouettards, c'est des types qui se débrouillent très 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 bien et qui ont du charme. Voilà. Oui, vous nous avez pas dit grand-chose sur le personnage du père. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots? Oui, absolument. Alors, toujours en rapport avec le fait que le film soit partageable et aussi pour répondre un peu à ce que vous me disiez on ne parle pas beaucoup des filles qui travaillent sur la plateforme et tout ça, je me disais, voilà, en France, pour moi, il y a vraiment je ne vais pas dire un préjugé, on est en plein dedans, hein, une sorte de, on dit patron, on a les pieds qui se rétrécissent, il y a une espèce de truc qui fait que, globalement, l'image patron, c'est quelque chose qui coince un peu. Et je me suis dit, il faut que ça soit présent à l'intérieur du film, parce que ça existe. Ça existe, et malgré tout, de temps en temps, ça signifie et ça dit des choses. Donc, je me suis dit, si c'était la figure de quelqu'un qui, lui, est dans un autre monde, l'université, la philosophie, l'intellect, etc., etc., et donc qui a dû quand même autoriser quelque part, parce que ça, elles me l'ont toutes dit. Elles me l'ont toutes dit, les femmes qui étaient arrivées assez haut, c'est qu'elles avaient été autorisées par leur père et que c'était quelque chose qui avait été fondamental pour elles. Donc il a dû quand même, ils se sont retrouvés tous les deux ensemble quand elle avait 10 ans, puisque la mère a disparu. Et voilà. Et je trouve qu'il l'a, à la fois, il la confronte de temps en temps. Par exemple, quand elle fait ce truc très violent qui est de virer son collaborateur, enfin qu'elle a... Parce que tout d'un coup, il y a une espèce de pression très forte, etc. Mais sur lequel, enfin, pour moi, je le considère comme quelque chose qu'elle ne réfléchit pas assez. Elle est dans un espèce de moment de peur, dans lequel à la fois elle veut éviter que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, mais en même temps, elle n'arrive pas à se mettre vraiment en travers, et elle fait un truc très très violent. Et il le lui fait remarquer à un moment donné. Donc c'est quand même quelqu'un qui, à un moment donné, porte cette parole-là qui lui a permis et qui lui permet peut-être d'être aussi ce qu'elle est et de réfléchir à la question sur le parcours qu'elle a. Je ne sais pas si je suis claire. On va dire la toute fin, même si la fin est plutôt heureuse par rapport à l'enjeu principal, il y a un tout petit reniement a priori par rapport aux affirmations de départ, parce que dans la scène de l'opéra, par exemple, elle dit que les enjeux sont beaucoup plus grands et qu'elle n'acceptera aucun arrangement, etc. Or, sur le pont de la Cinémathèque, près du lieu emblématique de Serge Toubiana, elle fait des petits arrangements quand même, parce que pour accéder à ces fonctions-là... Oui, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une des femmes chef d'entreprise qui m'a dit, qui a vu le film, et qui m'a dit, mais c'est dommage parce qu'elle gagne. Elle gagne pas parce qu'elle est la meilleure, mais elle gagne à cause de magouilles, et tu n'aurais pas dû faire ça. Mais c'est pas vrai. Elle gagne parce qu'elle est la meilleure, parce qu'elle a le meilleur projet, et la magouille, c'est fait pour empêcher les magouilles de l'empêcher d'accéder. C'est-à-dire, on n'est pas dans le quelqu'un qui magouille pour y arriver, parce qu'elle a besoin de ça pour y arriver. Elle, c'est des magouilles pour empêcher qu'on l'empêche, ce qui est très différent quand même. C'est pour neutraliser quelqu'un qui va utiliser des procédés dégueulasses. Donc, oui, je ne crois pas qu'on puisse arriver... voilà, après, il y a une audition. J'aurais pu faire l'audition au CA, au conseil d'administration, où il y aurait eu 2 projets avec un mec bien moins compétent et en tout cas... Voilà, elle emporte le morceau parce qu'aussi son projet... Voilà, c'est quand même... Il faut à chaque fois défendre son truc... défendre ce qu'on veut comme projet pour l'entreprise.
vous voit pour me dire que c'est bien d'arrêter maintenant, parce qu'il y a le pot après. Mais j'ai envie de faire un tout dernier truc. Donc d'abord, on va applaudir Tony Marshall, qui a été très généreux. Merci. J'étais pas là au début. Ouais, je crois qu'on t'a applaudi.